Oh bah t'as l'air de bonne humeur. Toi t'es content de faire The Faculty. Non, non, même pas. Je viens de revoir Star Wars 9. En fait, je trouve ça vachement bien. Je me demande même si c'est pas le meilleur, quoi. Ah oui, carrément. Puis je sais pas, là, il y a un lecteur qui va encore de m'insulter. Et c'était vachement constructif, je sais pas, c'était... Ah bah c'est cool. Puis là, la campagne de vaccination, apparemment, elle avance super bien. Il y a encore 3 personnes qui ont été vaccinées ces derniers mois. Ah bah c'est super. Du coup, je sais pas, je me sens fier d'être français, fier d'être en vie. Je sais pas, je suis content, quoi. Je suis très fier d'être ton collègue. T'as un truc qui sort du nez. Bonjour tout le monde, je suis Geoffrey et je suis ravi, pour une fois, parce que je vais parler d'un film que j'adore, qui est The Faculty de Robert Rodriguez. The Faculty, c'est cette histoire avec des aliens dans un lycée, avec Josh Hartnett, avec Elijah Wood. C'est super, c'est un film culte qu'on a tous poncé en VHS quand on était ado, si on a mon âge, et c'est vachement intéressant de revenir dessus parce que c'est aussi un film marqueur des années 90, de la fin des années 90, après que Scream ait un peu révolutionné tout le cinéma de genre. Et ce qui est un peu magique avec The Faculty, c'est que non seulement ça reste super cool et plaisant à voir et revoir pour la 50e fois, mais qu'en plus on se rend compte vraiment que c'est l'apogée d'une époque, et c'est encore plus clair avec le recul. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir un peu en arrière. Impossible de reparler de The Faculty sans revenir sur 2 choses très importantes dans les années 90. La première, c'est le film Scream, qui a donné une saga, et la deuxième, c'est le studio Miramax, qui a justement produit et distribué Scream. Le studio Miramax, on le connaît un peu pour de tristes raisons, puisque derrière ce studio, il y a les frères Weinstein, devenus tristement célèbres depuis, mais qui à l'époque étaient vraiment les rois du monde et les rois du pétrole à Hollywood, qui distribuaient énormément de films. Quand ils voulaient que Gwyneth Paltrow ait un Oscar, elle en avait un. Ils étaient derrière Le Patient Anglais, derrière Will Hunting, derrière les films de Tarantino. Ils avaient une filiale sur le cinéma de genre avec le Halloween 20 ans après, avec les Scream. Donc vraiment, c'était les rois du monde à l'époque. S'ils étaient devenus les rois du pétrole, c'était en grande partie grâce au succès phénoménal de Scream. Et Scream, c'était réellement un coup de génie. Ils avaient acheté le scénario de Kevin Williamson, qui à l'époque était un jeune scénariste que personne ne connaissait, parce qu'ils avaient la foi dans son film qui s'appelait à l'époque Scary Movie, et ils ont mis sur le coup le réalisateur culte Wes Craven, qui a notamment fait le premier Freddy, La colline à des yeux et La dernière maison sur la gauche. Tout ça a créé un film un peu extraordinaire, Scream, qui a marqué l'époque, qui a vraiment lancé une vague de copies et de recyclage, et qui a placé Miramax vraiment sur l'échiquier hollywoodien en pole position. The Faculty n'aurait jamais pu exister sans Scream. Il y a eu un avant et un après Scream parce que le film a révolutionné le cinéma de genre et d'horreur à l'époque, mais aussi parce qu'il a lancé ou relancé la carrière de tous les gens impliqués. Alors il a rappelé à tout le monde que Wes Craven c'était un mec et un réalisateur super culte, mais il a aussi lancé la carrière de Kevin Williamson. C'est en partie à cause de Scream qu'on a eu droit à Dawson, c'est une série qu'il a créée, oui. Ça a permis à Kevin Williamson d'être recyclé et réutilisé dans plein de projets, dont The Faculty. Mais Scream n'a pas uniquement révolutionné le cinéma de genre et d'horreur dans les années 90, il a aussi redynamisé un autre genre, le teen movie, le film pour ados. Parce que Scream, vraiment, il reprend tous les codes du teen movie. Il y a l'héroïne vierge effarouchée, qui couche avec son petit copain, qui lui ment et lui révèle sa véritable nature après avoir couché avec elle. Il y a aussi la grande soirée dans une maison à la fin du film sans les parents. Il y a un proviseur qui a un rôle un petit peu stupide. Il y a les couloirs du lycée qui vraiment sont le cadre principal de l'action. Bref, le scénariste Kevin Williamson avec le réalisateur Wes Craven ont vraiment remis sur le devant de la scène, modernisé et un petit peu tordu les codes du teen movie. Et ça a là aussi relancé la vague du teen movie dans les années 90. Le premier impact et le plus superficiel du succès de Scream dans le teen movie, c'est la manière dont on a retrouvé quasiment tous les acteurs du film dans plein de teen movies de tous les côtés. On a par exemple Neve Campbell dans Studio 54 et Sex Crimes, Matthew Lillard dans Elle est trop bien, Rose McGowan dans le super Joe Breaker et Drew Barrymore et David Arquette dans Collège Attitude réunis. Au-delà de tout ça, le succès de Scream a prouvé une chose, c'est la réussite et le potentiel d'un cocktail entre le teen movie et le film de genre. Et The Faculty, il a existé uniquement grâce à ça, et si on regarde de près, c'est la même recette, la même formule à un ingrédient près. Du côté de Scream, ce sont des héros, notamment Randy, qui adorent Halloween, Vendredi 13, Freddy, qui connaissent par cœur les scènes et qui affrontent une situation digne de Halloween, justement avec un tueur qui les poursuit, et on voit même une scène d'Halloween à l'écran. Vraiment, il y a une mise en abîme et un côté méta où les héros connaissent les films d'horreur comme le spectateur. The Faculty est sorti 2 ans précisément après Scream aux États-Unis, mais en réalité, le projet remonte au début des années 90. Tout avait commencé avec un scénario banal envoyé à plein de producteurs et que personne n'avait acheté, mais quand Miramax a eu le succès de Scream entre les mains, ils ont vu dans ce scénario de The Faculty le potentiel pour en faire quelque chose qui ressemblait à Scream. Première conséquence, ils achètent le scénario évidemment, mais ils engagent aussi Kevin Williamson, le scénariste de Scream, pour réécrire quasiment tout le scénario. Son job en gros, c'est de reprendre les personnages, de rajouter du cool un peu partout, il reprend les dialogues à droite à gauche, il garde la structure, mais il rajoute du cool à tous les étages, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnages qui font des références à des films de la pop culture, qui citent Independence Day ou l'invasion des profanateurs de sépultures, sachant que le film est un remake caché de l'invasion des profanateurs de sépultures. Donc on est vraiment dans un côté méta réflexif et un petit
un peu de petit malin qui est propre à Kevin Williamson et au film Scream. Peut-être que les X-Files ont raison. D'abord, d'où proviennent tous ces films? Qui peut m'assurer que Spielberg, Lucas, Sonderfield, Emmerich n'ont pas été contactés par des extraterrestres? Peut-être en sont-ils eux-mêmes, à savoir. Sinon, Miramax décide aussi d'engager le compositeur de musique de Scream, Marco Beltrami, pour que ça ressemble encore plus à Scream au cas où c'était pas clair. À l'époque, Miramax aurait bien voulu que Kevin Williamson réalise The Faculty, parce que ça aurait été un énorme coup marketing que The Faculty soit le premier film du scénariste de Scream. Kevin Williamson avait une autre idée, et elle était mauvaise, c'était de réaliser Mrs. Tingle comme premier film, ce film avec Helen Mirren et Katie Holmes, et c'était une mauvaise idée puisque le film a été un flop. Et c'est là qu'entre en scène le réalisateur Robert Rodriguez. À l'époque, il n'avait pas encore fait Spy Kids, Sin City, Planète Terreur, Machete et Alita, mais il avait fait Desperado et surtout Une nuit en enfer. Une nuit en enfer, c'est ce film de vampires avec George Clooney et Quentin Tarantino qui affrontent des vampires dans un bar, et c'est Miramax qui avait distribué ce film Une nuit en enfer qui avait rencontré un grand succès en 96, l'année de la sortie de Scream. Donc quand Miramax se retrouve à chercher quelqu'un qui peut réaliser un film de genre un peu cool et qui peut leur faire un travail qui va plaire aux gens et qui va être plus ou moins obéissant, il se tourne vers Robert Rodriguez, et Robert Rodriguez a bien dit depuis qu'il n'était pas spécialement intéressé, qu'il a vraiment pris ça comme un projet de commande parce qu'il voulait surtout faire Spy Kids et Sin City. L'autre grande réussite de The Faculty, c'est bien évidemment le casting, et on peut imaginer que c'est largement grâce à ça que le film a marché à l'époque et continue encore aujourd'hui à hanter la mémoire des cinéphiles puisque quasiment tous les acteurs sont encore quelque part dans le paysage. Et le coup de génie de Miramax à l'époque, c'est d'avoir su réunir à la fois les gloires d'antan, les gloires du moment, les valeurs montantes, et de pouvoir pister et flairer ceux qui allaient devenir les stars de demain. On pense bien sûr à Elijah Wood et Josh Hartnett. Josh Hartnett qui à l'époque n'avait fait aucun film. Miramax lui a donné ses premières chances avec Halloween 20 ans après et The Faculty coup sur coup, et sans ces films-là, il n'aurait certainement pas eu sa carrière lancée, il n'aurait pas été érigé en tant que bad boy beau gosse de la fin des années 90, et c'est grâce à ça qu'il a pu accéder à des rôles comme Virgin Suicide de Sofia Coppola et Pearl Harbor qui là ont vraiment lancé sa carrière avant qu'elle se crache depuis, mais c'est un autre sujet. Du côté de Elijah Wood, c'est assez intéressant puisque lui c'était l'autre côté du star system hollywoodien, c'est-à-dire l'enfant star. Il avait commencé dans Retour vers le futur 2 notamment, il a aussi joué dans Flipper, Forever Young et le Super Ice Storm de Ang Lee. Et à l'époque de The Faculty, il commençait un peu à chercher des rôles, à accéder à des rôles un petit peu de jeune adulte, dont Deep Impact, et il n'avait, il a dit depuis, aucune envie de faire The Faculty. Le seul truc qui l'a intéressé, c'est Robert Rodriguez. Pour l'anecdote, c'est pendant la production de The Faculty que Elijah Wood a entendu parler pour la première fois du projet d'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, et il a été casté officiellement en Frodon quelques mois après la sortie de The Faculty. Sinon, il y a quelques autres visages assez reconnaissables depuis. Il y a notamment Cléa Duval, qu'on a revu dans Une vie volée, dans Identity, récemment dans VIP et dans plein d'autres trucs, même Ghost of Mars de John Carpenter. Il y a aussi Usher, me demandez pas pourquoi. Cléa Duval et Usher ont aussi été dans Elle est trop bien, un autre film de Miramax, donc vraiment dans cette vibe de teen movie, tout le monde était dans un film, apparaissait dans les autres, voilà, il y avait une sorte de gros melting pot où tout le monde était mélangé. Enfin, il y a Jordana Brewster qui était là dans son premier rôle, et depuis on la connaît grâce à Fast and Furious et rien d'autre. Du côté des adultes, il y a un peu la même idée, mais avec en plus une couche de cinéphilie un peu méta en forme de gros clin d'œil qui est utilisé et qui est parfaitement cohérent avec cet esprit à la Scream où on invite le spectateur à réfléchir et à voir les acteurs avant les personnages. C'est pour ça qu'on a par exemple Robert Patrick, le célèbre T-1000 de Terminator 2, qui joue un prof légèrement taré qui, dès la première scène, la scène d'intro, poursuit quelqu'un comme un Terminator, clairement dans les couloirs du lycée. Et on a aussi Piper Laurie qui joue la mère complètement folle de Carrie dans le film de De Palma, qui joue une prof légèrement tarée elle aussi. On peut aussi s'attarder sur Salma Hayek et Famke Janssen qui étaient un peu les deux belles gueules et sex symboles des années 90. Et là aussi c'est assez drôle parce qu'on comprend pourquoi elles ont été castées, mais on voit aussi la malice avec laquelle elles ont été castées et dirigées. Salma Hayek, c'est donc le sex symbole intronisé grâce à une scène de striptease dans Une nuit en enfer, le film de Robert Rodriguez, où elle est avec un serpent et très peu de vêtements sur elle, quasiment tout le monde, tous les hétéros s'en souviennent en tout cas. Et dans le film The Faculty, elle joue l'infirmière qui passe son temps à moitié en pyjama, la goutte au nez, et qui est absolument pas sexy. Du côté de Famke Janssen, c'est également très drôle puisque c'est la James Bond girl mythique de GoldenEye qui étouffe les hommes entre ses cuisses et qui là se retrouve dans le rôle d'une espèce de nonne, d'une prof complètement coincée qui tremble à la vue d'une capote dans le coffre de Josh Hartnett, et on voit à quel point elle, comme tous les autres, ont été castées avec vraiment un esprit, une malice qui rend le visionnage à l'époque très drôle et qui le rend encore plus amusant avec le recul. Comme dans The Breakfast Club, il y a là tous les clichés et stéréotypes du genre du teen movie, et exactement comme dans The Breakfast Club, tous vont se révéler être plus que ça et aspirer à plus que ça, c'est-à-dire à être autre chose qu'un cliché.
On peut prendre par exemple le personnage de Josh Hartnett qui est un rebelle bad boy qui a priori est un cancre, déteste l'école, et en réalité il est hyper malin, très intelligent, il aime la chimie, il a un laboratoire chez lui, donc on voit à quel point en fait il est autre chose que ce qu'il laisse paraître. Le nerd pareil, puisque Elijah Wood finit en héros, et la lesbienne incarnée par Cléa Duvall, qui est en fait pas du tout lesbienne, qui est juste une rebelle qui déteste les gens, veut écarter les gens débiles et se fait passer pour une lesbienne alors qu'elle est hétéro. Tout l'enjeu du film, c'est de savoir qui est un alien, qui est un danger, qui est une menace et qui ment aux autres. En réalité, tous les héros, et donc chacun d'entre nous, se ment lui-même. Tout ça, c'est un jeu de masques. Dans un lycée, tout le monde a un rôle qui lui a été assigné plus ou moins de force, qu'il soit le nerd, la pouffe ou le quarterback, et tout ça en fait c'est juste une manière de camoufler, de cacher, d'endormir qui on est réellement. Rajouter des aliens là-dedans avec un côté parano où quelqu'un peut être infecté, peut être du bon côté ou du mauvais côté, c'est juste une manière de raconter encore plus clairement et de manière beaucoup plus amusante qu'en fait l'autre il est en soi, qu'on cache tous la réalité qu'on est parce qu'on a peur des autres, et tout l'enjeu du film pour les personnages c'est juste d'accepter de comprendre qui ils sont et de le révéler et de l'assumer à la fin du film. Kazé, mon tout petit, la seule personne qui soit extraterrestre dans ce bahut, c'est toi, Biquet. Va te faire foutre, Sick. Alors dit comme ça peut sembler un petit peu ridicule et con-con, mais en fait c'est ça qui donne, je pense, au film ce côté un peu intemporel de bon teen movie, puisqu'en fait peu importe qui on est, peu importe où on est dans le monde, peu importe où on en est dans sa vie, on a connu les affres de l'adolescence, on se reconnaît là-dedans, avec en plus un côté très ludique, puisque c'est un film de science-fiction avec des aliens. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le but ultime de l'alien, c'est un peu le cliché de toute la SF, c'est-à-dire qu'il vient sur Terre pour effacer toutes les émotions, effacer les individus, et créer une sorte de super-organisme paisible où plus personne n'a peur, plus personne ne pleure, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de bonheur, c'est juste une forme de platitude assez paisible. Elle leur explique qu'en fait, à la fin, grâce à elle, le cancre pourra avoir des parents qui l'aiment, que l'athlète pourra être intelligent et le vilain petit canard magnifique, bref, elle leur vend ce qui arrive exactement à la fin du film, quand on retrouve les héros avant le générique de fin. Sauf qu'ils n'ont pas eu besoin de l'alien pour ça, ils avaient uniquement besoin d'eux-mêmes, et encore une fois, c'est un message de force, de foi en soi-même, de profession de foi, pour que chacun se dise « j'ai besoin de moi-même uniquement, il faut juste que je croie en moi pour avancer, pour être ce que je veux être », et donc le choix qu'ils ont à faire, c'est de résister, exister, et assumer encore une fois jusqu'au bout qu'ils sont, et c'est ça toute la bataille métaphorique de The Faculty. C'est là que je suis obligé de caser un autre truc que j'adore, c'est Buffy contre les vampires, une série de Joss Whedon qui avait commencé 2 ans avant la sortie de The Faculty et qui partage la même ambition métaphorique des affres de l'adolescence avec le côté film de genre. Buffy, comme The Faculty, essaie d'expliquer en quoi l'adolescence et la vie de manière générale pourrait être incarnée et mise en scène avec des monstres, des vampires, des fantômes, des sorcières. Tout ça pour expliquer à quel point c'est compliqué d'exister, d'être qui on a envie d'être et d'affronter tous les drames et tout le bordel qu'il y a dans la vie. C'est assez amusant d'ailleurs parce que Buffy et The Faculty partagent un autre point commun, c'est l'actrice Cléa Duvall. Et dans Buffy, elle joue dans un épisode de la saison 1 avec une grande métaphore qui paraît un petit peu niaise et grossière mais qui est encore une fois assez intéressante à mettre en perspective avec The Faculty, puisqu'elle joue une jeune fille dans un lycée qui a l'impression de ne tellement pas exister aux yeux de ses camarades qu'elle finit par devenir carrément invisible. Ce qui est amusant avec The Faculty, c'est qu'encore une fois, il n'a pas rencontré le succès de Scream à sa sortie. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années et c'est ce qu'on peut appeler un classique de vidéoclub. Et pour les plus jeunes, qu'est-ce que c'est un vidéoclub ? C'est comme Netflix mais avec de la poussière et une section film de cul. Pour les autres choses qui ont contribué au succès et à la popularité un peu éternelle de ce film, qui est un peu un marqueur de la fin des années 90, il y a aussi la BO, puisque dedans il y avait Garbage, The Offspring et une reprise très connue et plutôt cool de Pink Floyd. Bien sûr, ça veut pas dire que le film est parfait parce qu'il a plein de défauts et même moi qui l'adore, je le sais. Je peux citer notamment pas mal d'effets spéciaux CGI qui sont pas super beaux, notamment quand le film commence à aller du côté action, avec par exemple la scène de la piscine où clairement on sent que la volonté c'était d'en mettre plein les yeux, plein la vue, avec du pur spectacle, quitte à ce que ce soit gratuit et un petit peu dégueulasse à l'écran. Ça a pris un petit coup de vieux quand même, soyons honnêtes. L'autre chose qui marche pas et qui pour moi est vraiment la pire de The Faculty, c'est le moment où Mary Beth, donc l'alien sous couverture, essaie d'expliquer comment elle a pu être camouflée, cachée depuis le début du film, et notamment avec cette séance de prise de drogue, de test de drogue, dans le garage du personnage de Josh Hartnett. Donc on a un flashback tout nul qui nous montre qu'en fait elle a réussi à se boucher le nez, bon pourquoi pas, et surtout qu'elle a réussi avec son tentacule magique à le sortir devant tout le monde, faire tomber la drogue et personne l'a vu. Théorie personnelle, c'est peut-être le producteur Harvey Weinstein qui a eu peur que personne ne comprenne le film et la fin, a demandé à retourner un plan avec le tentacule, et peut-être qu'il s'est dit avant de sortir de la salle, putain qu'à faire, foutez-la à poil. Ça fait partie de toutes les choses qui font que ce film est un peu grossier à certains moments, et on peut aussi se dire que les meilleurs moments, c'est quand même quand on est plus dans la parano entre les personnages, dans l'ambiance, et pas quand Robert Rodriguez
et les producteurs ont tiré la corde sur le côté spectaculaire, explosion, tête coupée et tentacules dans la piscine. À une époque où tout le monde, tous les producteurs, tous les studios essayaient de copier la recette de Scream pour tirer de l'argent de cette formule, on se rend compte à quel point The Faculty fait office de petit miracle. C'est quand même un film qui a été fait avec les plus gros clichés de Scream, les plus gros clichés du film de science-fiction, les plus gros clichés du teen movie, avec personne dans l'équation qui était passionné par le projet, ni le réalisateur, ni les acteurs a priori. C'était tous des débutants, ils le faisaient tous pour leur carrière, bref c'était un pur produit de studio, un pur produit de cynisme. Et pourtant, ça reste l'un des meilleurs films cultes de la fin des années 90, et c'est d'autant plus fort que des années après, on peut continuer à le revoir, et que les gens continuent à en parler comme nous, alors que bon, des trucs comme Urban Legend et Souviens-toi l'été dernier, les gens l'ont un peu oublié, eux-mêmes qui ont donné plein de suites. The Faculty, c'était un film, un petit miracle, un moment un peu fou, qui encore aujourd'hui résonne. Et si vous doutez encore du fait que The Faculty c'est quand même un petit miracle, rappelez-vous que c'est un film sur des adolescents, destiné aux adolescents, qui répètent du début à la fin qu'en fait la drogue c'est vachement bien, que ça va peut-être même sauver le monde. Sniffer ça. Et qu'en plus c'est un des rares moments de votre vie où vous pourrez vous dire « Ah mais quel bon film de Robert Rodriguez !» Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé et pas aimé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Écran Large, à partager la vidéo. Et dites-nous surtout si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos sur les teen movies des années 90 et 2000, parce que moi, j'aimerais vachement. Salut!